de Radio Centrale FM. Nous n'oublions pas Neho ici avec Radio Lumière et dans le monde entier à l'heure qu'il fait chez vous, dans différents pays qui vous accueillent, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique et dans toutes les îles. À la technique, Victor Bekokou, Michel Tomega et Giro Dakucha qui sont fidèles au poste. Ils ne sont pas moins fidèles au poste du club La Presse les lundis. Aliro Moru Chakala, courrier de la République, bonjour. Bonjour Innocent Sasgao, bonjour au président du CONAP ici présent en studio, bonjour à mon jeune frère Didier Assoba et je profite adresser un sympa coucou à un très grand ami, à quelqu'un qui est très correct dans la vie. Et je veux parler du directeur de la société de transport Yandoubé. Donc si monsieur Larré Benjamin est à l'écoute, qu'il reçoive mes meilleures salutations. Notre ami Larré Yandoubé est très correct dans la vie. Oui, très correct. Eh bien, une dame généreuse. Essayez de faire comme lui. Vous l'avez présenté, il est là de nos côtés et depuis qu'il a laissé la barbe et les cheveux poussés, on se rend compte qu'il n'est pas si jeune que ça, avec sa barbe poivre. Ali Chanyao, bonjour. Sas, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Et je profite de vos micros pour souhaiter une agréable semaine de travail à tous les Togolais. Merci. Eh bien, Tchakala disait que un ami Yandoubé Larré serait correct. Eh bien, vous portez une barbe qui vous donne un air de sagesse. Eh bien, soyez sage, Arine Ochanyao. Non, pour ceux qui m'approchent et me connaissent très bien, j'ai toujours été sage. Et avec la barbe blanche, je prouverai davantage cette sagesse que tout le monde me connaît. Merci. Je voudrais bien parler de votre sagesse avec vos épouses et vos enfants. Didier Assoba, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour aux aînés en studio. Merci, nous attendons notre personne ressource sur la question de santé, mais découvrons en même temps la pensée du jour qui dit ceci: de tous nos actes, seuls ceux que nous accomplissons pour les autres en valent véritablement la peine. Encore une fois, de tous nos actes, seuls ceux que nous accomplissons pour les autres en valent véritablement la peine. Nous nourrissons l'ambition d'accomplir, d'animer ce club La Presse quotidiennement, du lundi au vendredi pour vous. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'antenne. À l'écoute d'abord, puis à l'antenne surtout, lorsqu'il sonnera 12h, sur les 4 numéros 91, 36, 63, 75, 98, 87, 78, 37, sans oublier les anciens numéros, le 22, 21, 33, 74, ou bien le 22, 20, 19, 68. Au menu du club La Presse, nous allons encore une fois évoquer une page de deuil, le Togo qui vient de perdre encore l'un de ses dignes fils. Nous allons parler des questions de santé avec l'espoir que notre personne ressource nous aura rejoint d'ici là. Mais il y a plein d'autres questions d'actualité, de proximité portant sur l'économie, la politique et autres que nous allons aborder. Mais Alirou, Arignaou et Didier, je voudrais que nous animions cette émission en solidarité avec nos parents, nos amis, nos voisins du Burkina Faso, ce pays qui est confronté à des problèmes de pandémie du coronavirus, des problèmes de violence, des actes d'intolérance et de violence, mais ce pays qui a connu deux échéances électorales majeures. Les Burkinabés sont allés aux urnes pour procéder au choix du président, la personne qui va présider à leur destinée pour les 5 années à venir. Ils étaient 13 candidats.
Les Burkinabés qui ont également voté pour choisir 127 députés. Les élections se sont passées hier sans trop de violence, d'après les échos qui nous arrivent. Eh bien, souhaitons, espérons que les lendemains électoraux au Burkina ne riment pas avec ce que nous avons connu il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire et en Guinée. Didier? Bon, il faut dire qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de cause qui pourrait amener à ce qu'on vit en Côte d'Ivoire ou encore en Guinée-Conakry. Mais au Burkina Faso, actuellement, on sait que le défi pour certains, c'est de tout faire pour l'arrivée au pouvoir de l'ancien parti de Blaise Compaoré, donc afin de permettre le retour au pays de l'ancien dirigeant. Mais c'est également l'autre défi également, c'est désormais de tout faire pour que Roch Marc Christian Kaboré, qui a juré ne pas collaborer avec les terroristes et donc qui a juré défendre l'intégrité du territoire, puisse rempiler pour un autre mandat. Il a plusieurs fois dit qu'il ne modifierait pas la constitution pour se représenter, comme c'est désormais la mode en Afrique de l'Ouest ici. Et donc oui, parole d'un homme intègre, comme on dit là-bas au Burkina Faso. Et aujourd'hui les Burkinabés sont allés aux urnes. Et je parle d'hier, donc ils sont allés aux urnes, ils ont fait leur choix. En même temps pour les députés également, donc les décomptes sont en cours. D'ici quelques jours, ou d'ici demain ou par là, on verra les tendances et être confirmées par les institutions en charge de l'élection là-bas. Et donc pour moi, il n'y a pas véritablement de cause qui permettrait à ce que il y ait ce qu'on vit en Côte d'Ivoire et en Guinée là-bas. Quoique les élections en Afrique généralement, il y a toujours des contestations. Même aux États-Unis, il y a une contestation électorale. Il pourrait y avoir une contestation électorale, mais les causes qui justifient ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire, ne sont pas réunies là-bas. Merci. Double scrutin présidentiel et législatif. Je n'ai pas cru entendre des protestations ni sur le fichier électoral, ni sur la commission qui organise ces élections. D'après ce que les échos, d'après ce que les confrères nous disent, il n'y a pas eu de violence, sauf que pour raison de sécurité, certains bureaux n'ont pas pu ouvrir dans la partie nord et est du pays. On attend le dépouillement et on dit communément que l'une des prophètes chez soi. Nous avons appris avec une certaine fierté que le Togo s'associe à ces élections. Qui pour l'observation, qui d'autre encore pour accompagner le phénomène média. Le président de la HAC du Togo qui se trouve en terre burkinabé pour partager notre expérience avec nos parents du Nord. Allez-vous? Oui, sur le plan national et sur le plan sous-régional, c'est une fierté qu'on apprenne qu'une personne de cette envergure a été sollicitée pour aller apporter son expertise pour un pays frère et ami. Vous savez, les élections au Togo, quoique certains apportent leur grain là-dessus, il faut reconnaître que la gestion des médias, c'est un autre point. Quand les choses doivent se passer de façon sereine, les médias contribuent à cela. Et nous avions vu le rôle primordial que la HAC a joué chez nous au Togo, à mener les journalistes, les médias à s'entendre sur le juste essentiel pour que ça ne clash pas dans tous les sens. Donc je crois que cette expertise a été sollicitée et le président de la HAC est là-bas et vivement que les Burkinabés adhèrent quand même à ce qu'il va leur proposer comme antidote par rapport à tout ce que nous vivons après les élections. Donc c'est une consécration, on vient de donner de la valeur à ce que certaines de nos institutions savent faire ici. Maintenant, s'agissant même de l'élection proprement dite, on peut quand même dire que on a été un peu soulagé, on est tout à fait ragaillardi de savoir que c'est pas toutes les fois que
les élections riment en Afrique avec la violence. Quand les ingrédients ne viennent pas s'ajouter, quand certains n'ont pas cet appétit démentiellement glouton d'un mandat, ça se passe en toute aisance. Et puis au niveau du Burkina Faso, les acteurs politiques se sont accordés sur le juste essentiel. Ils ont même eu à signer un protocole d'accord pour de bons comportements, pour une bonne conduite. Donc je crois que le chemin est déblayé, à part ceux-là qui n'ont pas pu voter. Ils sont autour de 300 000, mais dans l'ensemble, je crois que les lendemains augurent d'une bonne suite. Merci Tchaniao. Maintenant, nous suivons le dépouillement avec l'espoir que d'ici quelques jours, on aura les résultats aussi bien du scrutin présidentiel que des élections législatives. Oui, tout à fait. Et je pense que le Burkina, depuis un certain moment, bon, surtout avec l'arrivée de Marc Christian Kaboré, le Burkina a pris des allures qui sont quand même appréciables au point que lorsque vous regardez un peu, vous sentez que c'est un pays qui vient de très loin. C'est un pays qu'on connaissait dans l'histoire, un pays de coups d'État réguliers, constants, et un pays qui a commencé aujourd'hui par se stabiliser. Ce qui est particulier par rapport aux élections que nous avons vécues récemment dans notre sous-région, c'est que ici, il y a un président qui a fini un premier mandat et qui veut s'essayer au second. Peut-être que s'il était en train de boucler le second mandat, le réglementaire mandat, et qu'il donnait des envies, les choses ne devraient pas être telles que nous vivons. Vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire où le président de lui-même a passé au discours, a dit « Je finis, je m'en vais, je suis âgé, porte fermée à ceux qui sont déjà à un âge donné ». Et ce même président revient ravaler ses propos et puis se positionne. En Guinée, c'est un autre cas également, et je crois que si les choses se passent bien dans nos pays, on va finir par fermer la porte à ces violences que nous vivons tout le temps et au regret quand même, parce que ça nous fait régresser. Attendons peut-être que les résultats vont tomber comme tu le dis, qu'on va commencer par sentir que le président sortant est en train de revenir à l'aile. On verra peut-être qu'il y aura des quoi, qu'il y aura des gens qui ne seront pas contents parce que effectivement il y a double enjeu au Burkina. Un premier qui voudrait confirmer la position du président actuel et un autre courant qui veut faire tout que l'ancien président Compaoré, qui est actuellement en exil en Côte d'Ivoire, puisse quand même avoir le tapis rouge, même si ce n'est pas lui directement, qu'on puisse le sentir encore dans le pays. Donc vivement, quand les résultats vont commencer par tomber, il peut avoir des remous, mais je crois que la chose va être elle ne sera pas telle que nous vivons ça ailleurs, parce que le président qui est là, s'il revient même, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire des mandats de trop. Merci. Eh bien, souhaitons vivement que tout se passe bien selon la loi et selon le bon sens au Burkina, d'autant plus qu'après le Burkina, c'est le Ghana qui connaîtra une élection présidentielle début décembre, après une semaine de deuil en mémoire de Rawlings. Les candidats sont repartis en campagne aujourd'hui. Après le Ghana, c'est le Niger également qui ira aux élections avant la fin de l'année. Et on tombera en 2021 déjà quand nos voisins de l'Est et nos parents du Bénin également iront aux urnes. Souhaitons vivement que tout cela se passe en intelligence et la sous-région et toute l'Afrique qui iront de l'avant. C'est une même n'est plus. L'information fait la une de tous les journaux, sur tous les réseaux, de bouche à oreille. Revue de presse avec Liberté qui, à la page 5 écrit, le Togo encore en deuil. Nouvelle opinion, Tchaniao, vous écrivez que le général Séhi Memène n'est plus. Les forces armées togolaises et le Togo pleurent un grand homme. Séhi Memène qui s'en est allé. Selon l'annonce diffusée par la famille à l'âge de 82 ans, c'est dans la matinée du samedi 21 novembre 2020 que le général s'en est allé. C'était au CHU. Sylvain Olympio, vous annoncez déjà que il sera porté dans sa terre de coma le samedi 28 novembre prochain. Tout à fait.
nous disons que les forces armées togolaises et le Togo tout entier pleurent un grand homme. Effectivement, pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, pour ceux qui ont vécu tout ce que le pays a connu d'il y a quelques 20 ans et jusqu'à ce jour, pour ceux qui connaissent ceux qui avaient entouré le feu président, le général Eyadema, ils peuvent comprendre que effectivement et les forces armées togolaises et le Togo tout entier pleurent effectivement un digne fils, un grand homme. Et ceux qui ont frotté les gens, mais même je compte parmi ceux-là, et aujourd'hui c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris d'abord la mort, et puis aujourd'hui c'est nous qui devrions pouvoir témoigner de ce qui a été ce grand homme. Et moi personnellement, dans les années 96-97, j'ai frotté beaucoup avec le général. C'est lui qui m'a monter les premiers pas en politique parce que j'étais étudiant et lui, il était candidat à 2 législatures où il a été élu député dans le Tchaoudjon Nord et j'étais pratiquement son directeur de campagne. Et puis j'étais très honoré à l'époque, c'est un monsieur très humble, un monsieur qui sait se mêler à la foule, qui accepte même les plus bas. Et à l'époque, les généraux avaient des voitures 406. Les 406 Peugeot avec des étoiles derrière. Et quand il sortait dans sa cour, il disait Tchaniao, Tchaniaole. Et puis je venais, et puis avec lui, on était derrière, on faisait tout le tour des villages. Et j'étais très honoré. Et puis c'est quelqu'un qui avait l'esprit du partage. Le général Memel, reperché en son rang, il aimait dîner et déjeuner quand il y a la foule. Il ne mangeait jamais seul. Il avait toujours coutume de souhaiter que les gens soient là avant de manger. Lui, il m'a enseigné quelque chose que je garde. Il a dit, vous pouvez beau être fort, puissant, que lui, en son rang de général, il va arriver un moment où même son simple galon, il va lui être difficile de le prendre. Et que dans la vie, il faut aller doucement et en considérant le plus petit. Là, il m'a passé ça un jour à l'occasion d'un décès. Il y a quelqu'un qui est décédé accidentellement et on se plaignait et il a laissé ce mot. Merci, merci pour ce témoignage. Vous me rappelez encore, vous me faites encore rappeler la pensée du jour quand Lewis Carroll écrit que de tous nos actes, seul ce que nous accomplissons pour les autres en valent véritablement la peine. Qui fut Seyi Meme? C'est Aliou Tchakala et son journal Courrier de la République qui nous donne le film de la vie de ce grand homme en quelques lignes. Fin de parcours terrestre d'un patriarche, le général Seyi mène une vie pleine et riche. Écrivez-vous Tchakala et vous écrivez que Seyi mène a eu une très riche carrière. De simples soldats de l'armée coloniale française, Seyi mène a gravi tous les échelons jusqu'à être admis dans le cercle très sélect et prestigieux des généraux de notre pays. Il a été première fois ministre, 2 fois élu député, même s'il n'avait pas siégé. Il a été également directeur général de la douane, directeur général de la police, intendant général des forces armées togolaises, président de la Fédération togolaise de football, vice-président de la CAF, vice-président d'honneur à vie de la CAF. L'homme a eu vraiment une vie bien remplie. Tchakala. Oui, ça se compterait du bout des doigts. Ceux qui ont eu un si riche parcours, Memen, c'est une référence. Quand on parle du général Memen, c'est toute une histoire. Depuis les premières heures du général Eyadema, il était aux côtés de ce monument et il a eu aussi à gérer de très grosses structures. Il a été ministre et la vie n'a pas été du tout un long fleuve tranquille pour ce général. Il a connu des hauts, il a connu des bas et l'homme a toujours assumé ce qui lui arrive. Donc le général même, c'est le
le patriarche de la communauté Thème et de la communauté musulmane du Togo. Et son aura a excédé le territoire national, et que ce soit au niveau des instances dirigeantes de la CAF, que ce soit au niveau des généraux d'Afrique. La voix de ce type-là comptait, il était humble, il ne levait jamais la voix, et toutes les fois que vous arrivez avec lui, il vous parle avec un ton qui rassure, avec un regard qui est très perçant, qui montre que lui, il a connu beaucoup de choses. Lui, généralement même, je l'ai connu il y a de longues années parce que on a eu à écrire un article sur certaines violences, surtout la Brigade Rouge. Et le jour-là, il a eu à appeler, et c'est mon rédacteur en chef d'alors qui l'avait reçu. Il dit, mais, oh, mon jeune, vous avez quel âge? Et il a souhaité qu'à son retour, on puisse discuter de ce dossier lié à la Brigade Rouge, ce qui se met la pagaille à l'époque du président. Et quand il est venu, effectivement, revenu du Ghana, il m'a appelé, on a échangé, il dit, mais ce dossier est plus lourd que vous ne touchez plus à ça. Oui, c'est ce qu'il dit, que j'ai quel âge, j'ai donné mon âge, il dit non, ne vous aventurez plus sur ce terrain, et depuis lors, j'ai laissé. Sauf que, on peut comprendre que lui, général, lui, ministre, parle comme ça, mais vous, le journaliste, vous devriez garder à être intrépide, à fouiller, avec tous les à côté de ce dossier. Il défrayait la chronique à l'époque. Oui, ça défrayait la chronique, mais je crois qu'il m'a protégé quelque part. Quand on voit toutes les implications par rapport à cette brigade rouge, je crois que ce monsieur n'a pas voulu que j'affronte ce qui est plus lourd que moi. Il m'a protégé, et je ne devrais pas être ce téméraire qui va quand même bousculer les barrières parce que j'avais envie de faire la lumière autour d'un dossier. Non, il m'a dit je suis jeune, de laisser tomber. Et c'est un général qui me parlait, donc je n'avais aucune raison, même si j'avais cette envie de ressortir les petits secrets qui entouraient l'histoire. Franchement, ma témérité ne va pas à ce niveau-là. Donc, c'est un monsieur que j'ai connu. Ces derniers temps, il était tout de blanc vêtu. Quand vous arrivez, vous partagez ce qu'il a, vous partagez l'histoire. Il avait de ces petits faits-là, de ces histoires-là qu'il partageait. C'est l'homme des anecdotes, c'est l'homme... Bon, on a perdu un grand monsieur. Je ne sais pas si quelqu'un a fait à côté de lui pour peut-être mémoriser ou bien immortaliser ses mémoires. Je ne le sais pas. Merci. Il a eu une longue vie, 82 ans, une carrière bien fournie, militaire, plusieurs fois directeur généraux, 2 fois élu député, une belle carrière pour le football national et international. Mais Didier Tchakala disait que Seyid Memen a eu également des hauts et des bas. Il est tombé par au moins 2-3 fois en disgrâce aux côtés du feu Gnassingbé Adema, mais comme un phénix, il a toujours su rebondir. Et également, pour ce qui est de la politique, Seyid Memen est entré dans l'histoire au lendemain, au moment de l'élection présidentielle de 1998, quand la présidente de la CENI de l'époque, Madame Awanana, pour des raisons qu'on ne saura jamais officiellement, a démissionné, et que c'était le général Seyid Memen qui s'était pointé sur les écrans de la TVT pour proclamer les résultats de cette élection de 1998. La deuxième fois, on a vu également Seyid Memen aux côtés de ses pairs officiers généraux, officiers supérieurs, pour prêter allégeance à Faure Gnassingbé au soir du 5 février 2005. Voilà également 2 faits qui restent collés à la vie et à la carrière de Seyid Memen. Non, on pourra peut-être ajouter à la liste, mais moi je ne l'ai pas connu personnellement, vu mon jeune âge et tout, mais j'ai juste suivi une partie de l'histoire et vécu une partie de l'autre qu'il a eu. Quelqu'un qui est décédé finalement dans l'anonymat après avoir fait tout ce qu'il a eu à faire pour ce régime. Nous avons cité le vendredi dernier qu'il était un des architectes du pouvoir en place ici, parce que depuis le fond, depuis
même en sourdine, quand on ne le voit pas, il a toujours contribué à la consolidation de ce pouvoir-là. En 98, l'anecdote raconte que Yadema lui a demandé si je veux mon pouvoir, et finalement il lui a donné son pouvoir, alors que les tendances et les résultats de l'époque donnaient un certain G-Christ Olympio vainqueur, enfin en tête du scrutin, ou devrait gagner ou possiblement un second tour du scrutin, mais Chéri Momen a donné ce que demandait le général, il lui a donné. 2005 également, on l'a vu sur les antennes de la télévision nationale, ils ont donné le pouvoir à Faure Gnassingbé, et donc voilà, c'est également une des causes, mais finalement il rentrait en fort avec ce même Faure Gnassingbé. On n'a pas digéré ses acquaintances avec un certain Tipi Achadam. Ces acquaintances, on ne saura jamais si c'est oui, acquaintances et relations familiales en même temps, parce que mes collègues parlaient tout à l'heure de patriarches de la communauté Témo et musulmans du Togo. C'est quelqu'un qui reçoit presque tout le monde, et Tipi Achadam étant proche, enfin, de la famille, il avait des relations avec lui, et donc on a vu très vite vu penser qu'il était celui qui le soutenait, et en témoigne les coups de feu et tout ce qu'il avait eu dans sa maison en 2017 autant pour moi. Il est parti un temps en France, pendant longtemps d'ailleurs, avant de revenir au pays, mais le général Momen également a eu à gérer le comité de normalisation à la tête de la FTF, ce comité-là qui n'a rien normalisé, mais qui a plutôt contribué à créer le problème. C'est à l'époque du général Chéri Momen qu'on a eu les matchs fictifs joués par des sélections bizarres du Togo, coachés à l'époque par un certain Tchamile Bana, qui lui est banni à vie, mais le reste de l'histoire, on n'en saura pas plus. Aujourd'hui, le général est décédé. Oui, il a contribué à faire beaucoup de choses pour le Togo, pour le régime surtout. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fréquenté, je ne l'ai jamais rencontré, ni de près ni de loin, mais je pense que c'est un grand homme, il a fait ce qu'il a eu à faire, peut-être il pensait que c'est bon, quelquefois ce n'est pas bon pour le pays en général, mais il a fait quand même ce qu'il a eu à faire. En 82 ans, avec la carrière qu'il a connue, il va de soi qu'il y ait des pages glorieuses, d'autres qui le seraient moins à l'appréciation des autres. Ce que vous disiez en politique, c'est ce que Forum de National résume un peu écrit, disparition de Chéri Momen, un des architectes du pouvoir, et puis Chéri Momen qui a également une riche carrière en sport, notamment le football. Il a été lui-même joueur de football. Très vite, il a présidé la Fédération togolaise de football par 3 fois. En 71, 72, il faut reconnaître à Chéri Momen que c'est avec lui que le Togo s'est qualifié pour la première fois pour la CAN 72 au Cameroun. Il est revenu présider le football togolais de 77 à 82 et puis de 92 à 98. Il a été pendant longtemps vice-président de la CAF, une riche carrière. Je disais que en 82 ans de vie et avec sa riche carrière, sûrement que c'est pendant des jours, voire des années, qu'on parlerait de la vie et des œuvres du grand homme. Oui, bon, je voudrais juste revenir sur les disgrâces dont mon jeune frère Didier parlait. Nous tous avons évoqué qu'il a connu les disgrâces, des débats, mais il a su rebondir. Bien sûr, c'est normal dans la vie, dans le parcours de vie de tout un chacun de nous. Et moi, j'ai vécu personnellement la première disgrâce dont on parlait avec feu général Yadema, général Chéri Momen, colonel qui est descendu soldat de première classe, et puis avec l'avènement de la démocratie, nous étions encore au lycée. Quand il est descendu à Soukouré, les gens l'ont pris sur le cheval et on souhaitait entendre que l'officier supérieur sorte des secrets d'État. Il y avait la foule qui criait « crache tout, dis tout ». Et le général disait, le jour-là, il disait devant un public fou que les jeunes, c'est à vous qu'appartient le moment où nous passons. Oublions ce qui s'est passé hier et regardons droit l'avenir.
Et c'est tout ce qu'il a pu laisser au niveau de la cour royale de Koma, pendant que les gens attendaient de lui de dire le général Eyadema est tel, le général Eyadema a fait ci, les gens criaient que c'est tout. Et puis il est descendu de la table où on l'avait posé pour parler, il a pris la voiture, il est parti. Donc ça veut dire que quelque part, les officiers ou les militaires, ils ont quelque chose de particulier. Ça aurait été un civil que le jour-là, il crachait tout. Même quand on nous parle aujourd'hui de la disgrâce avec Fornia Singbe, avec le PNP de Tiki Achadam, la dernière campagne, Memen était là au stade de Sokoré. Et il a pris parole et a appelé à voter pour Fornia Singbe. Ça veut dire que, effectivement, comme vous le dites, c'est quelqu'un qui sait prendre de la hauteur et surpasser ce que peut-être nous appellerons le colportage ou les rumeurs que les gens font passer, puisqu'il a été dit, mais personne n'a eu le temps de le vérifier, qu'il avait des acquaintances avec tel et que ça a créé une discordance avec Fornia Singbe. Mais bizarrement, lors de la campagne la plus récente, celle de février, Memen était avec tout le staff de UNIR et Fornia Singbe présent. Memen a parlé aux populations de Tchaoudjo et leur a demandé de voter massivement pour Fornia Singbe. Cela veut dire que son comportement et son attitude là vient balayer du revers de la main toutes les suspicions qui se font. Merci. C'est Memen qui s'en est allé. Je l'ai approché de très près une seule fois. Ça doit être en 86 à 87. J'étais à l'université. Il venait de célébrer un mariage. Je ne sais pas c'était lequel. La dame était tellement jeune et belle que beaucoup d'étudiants, il y a aussi mes camarades étudiants de ce que on était allés. C'est la première fois que je l'ai vu de très près. On se demandait, les femmes aussi, hein. Nous les jeunes on était là et c'est celui de l'âge de notre papa que la jeune dame avait choisi. C'est juste une anecdote, comme c'est une-même, lui-même savait en raconter. Nous l'accompagnons ainsi. Et puis c'est pas fini. Nous venons d'apprendre de sources vraiment concordantes et autorisées que le Togo est encore frappé par un deuil. Et encore une fois, c'est les faux amis togolais. Et cette fois-ci, c'est le commandant Assafoban, comme l'a René, qui s'en est allé, mort vendredi, et aussitôt inhumé hier. Et il était auditeur de justice, c'est-à-dire élève magistrat au centre de formation des professions de justice. Qu'est-ce qui explique toute cette série noire qui nous frappe, recommandant le départ de tous les disparus à leur Seigneur en qui ils ont cru et en qui nous croyons. Professeur Saleh Mounir, bonjour. Bonjour Monsieur Sass, bonjour chers amis journalistes et bonjour chers auditeurs. Vous avez eu des pépins techniques, vous avez tout fait pour nous rejoindre au Club de la Presse. C'est exact. Ça veut dire que le Club de la Presse, c'est un peu comme... c'est un engagement. Oui, c'est un engagement, comme vous l'avez dit, c'est ce que nous faisons qui reste. Merci, merci, c'est ce que nous faisons qui reste. Alors, voulez-vous nous rappeler votre spécialité? Je suis pharmacien, microbiologiste, spécialiste de bactériologie et de virologie. Je crois que vous travaillez activement dans la cellule de la coordination de la riposte à la COVID-19. Oui, nous faisons partie des personnes ressources pour le ministère de la Santé et nous sommes membres du conseil scientifique. Merci. Nous allons parler de la pandémie, mais actualité oblige. Commençons par le choléra. Nous étions le 17 novembre quand le ministère de la Santé nous a informé qu'il y avait une épidémie, enfin un début d'épidémie de choléra dans la zone de Katanga. Et les confrères Afrique Presse nous informaient le 20 novembre que cette épidémie avait causé déjà la mort d'un patient, pendant que 27 autres sont touchés. Professeur, les règles les plus élémentaires en période d'épidémie de choléra, s'il vous plaît? Ce sont celles que nous connaissons, c'est l'hygiène, le lavage des mains, la consommation d'eau potable, la lutte contre la défécation anarchique. C'est important. Lorsque vous revenez des toilettes, c'est des règles d'hygiène élémentaires. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Et également, avant de porter un quelconque aliment à la bouche, il faut s'assurer que l'aliment est lavé. Et tout ce qui est légumes feuilles, prenons le soin de les laver à de l'eau javelisée
selon les règles que nos mamans connaissent toutes, ou alors en utilisant des pastilles de permanganate de potassium par exemple. Le professeur Katanga, c'est une zone où on fait beaucoup de poissons, poissons frais, poissons fumés, poissons séchés, poissons frits. Également, c'est une zone où on fait beaucoup de jardinage. Les légumes, les carottes, les tomates, tout ça là, ça se plante là-bas. Encore, avec cette épidémie de choléra, beaucoup plus encore de vigilance et d'hygiène. Absolument, puisque c'est une maladie hydrique. Et dans ces zones que vous venez de décrire, on manipule beaucoup de l'eau pour irriguer, pour le jardinage. Donc, les mesures d'hygiène sont plus que importantes ici, une fois de plus, pour couper la chaîne de transmission. Donc, c'est un rappel pour l'ensemble, aussi bien ceux qui sont sur les lieux de production, les produits maraîchers, que sur les lieux de vente et que dans nos ménages. Merci. De choléra, venons-en au nouveau coronavirus. Et comme nous le faisons, nous rappelons les derniers chiffres qui ont été rendus publics hier. 64 décès, ça veut dire en 24 heures, un nouveau décès. 531 cas actifs pour un total de 2843 cas depuis mars 2020. L'information que nous scrutons avec beaucoup d'optimisme, c'est la guérison. Hier, nous avions 2248 cas guéris. Alors, professeur, donc un nouveau décès en 24 heures. Les contaminations sont en hausse, mais également les guérisons sont aussi en hausse. Et nous faisons la comparaison que les cas positifs sont un peu en baisse par rapport à il y a quelques jours, notamment le 11 novembre, il y avait 742 cas actifs, pour ne pas dire malades, mais hier, nous avions seulement, entre guillemets, 531 cas. Oh oui, il s'agit pour nous de revenir sur ce qui est essentiel, le respect des mesures barrières. On aura l'impression, de toute façon, quand on reste comme une seule entité, Togo, que les choses sont alarmantes. Mais je vais peut-être caricaturer, paraphraser un peu. Si vous êtes monogame, vous ne pouvez pas discuter des mêmes problèmes que le polygame. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas d'enfants scolarisés, vous ne comprendrez pas la charité d'instruire un enfant, les fournitures, qu'est-ce que ça coûte. Le Togo fait assez d'efforts pour cette épidémie. Nous dépistons, nous essayons de revenir au niveau du ministère de la Santé 3 fois par semaine. Des réunions sont tenues pour ajuster, rectifier. Et donc ce qu'on a tendance à entendre ces temps-ci, vous en faites un peu trop, vous nous dérangez. Au Burkina à côté on ne fait pas ci, au Bénin à côté on ne fait pas ça. Mais si on ne va pas mettre en place des moyens pour contrer l'épidémie, on n'aura pas l'impression que quelque chose se passe. Donc c'est l'occasion, en tout cas pour nous, de dire que nous faisons bien et nous voulons interpeller nos concitoyens à adhérer. C'est à ce prix-là que nous allons sortir vainqueurs, en attendant qu'un quelconque vaccin nous soit donné gratuitement, comme le G20 l'a dit hier. Ce n'est qu'une promesse. Et une promesse reste une promesse jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais nous avons foi, parce que le monde est devenu un village planétaire. Si vous réglez le problème à un bout, que vous ne touchez pas à l'autre, vous n'avez rien fait. Donc, en somme, pour le moment, continuons à nous montrer disciplinés, à respecter scrupuleusement les mesures barrières. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Nous passons ensuite à cette interview qu'a accordée à Togo Matin l'une de vos consoeurs, Dr Sika Dossine. L'interview est titrée Résistance bactérienne aux antibiotiques. Et dans cette interview, Dr Sika Dossine, qui vient d'être fraîchement agrégé, nous dit, citation, on ne doit prendre un antibiotique que lorsque l'infection est d'origine bactérienne. Cela me rappelle un entretien que j'ai eu avec vos étudiants, enfin une de vos étudiantes vendredi dernier, qui nous avait entretenu sur la semaine mondiale de sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens. Nous avons écouté votre étudiant, mais c'est un privilège de vous avoir vous-même. Alors dites-nous, à quelle problématique répond cette semaine mondiale de sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens?
Merci, M. Sass. Vous touchez du point une pandémie invisible qui est celle de la résistance aux antimicrobiens, qui est un problème majeur de santé publique. Et depuis 2014, à l'échelle mondiale, on parlait de tripartite, l'OMS, la FAO et l'OIE, qui est l'Organisation internationale des épices aussi, qui est un peu comme l'OMS des animaux, se sont retrouvés pour dire, si nous ne prenons garde, d'ici à 2050, ce phénomène va tuer plus que le diabète, plus que les accidents de la voie publique. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cette situation où nous serons incapables, même devant une simple coupure, de pouvoir avoir la possibilité de nous traiter avec des antibiotiques. Parce qu'en réalité, les micro-organismes seraient devenus résistants à l'action de ces médicaments. Tout en rappelant que cette résistance est un phénomène qui est naturel, mais qui est accru avec l'action de l'homme. Aujourd'hui, l'usage des antimicrobiens pour la production animale est excessif. 70% des antibiotiques produits de par le monde sont destinés au monde animal, comme hormones de croissance. Mais vous comprenez aussi que nous avons un tant soit peu négligé le bien-être animal. Lorsque vous allez sur ces tables, les enclos, qui est un défaut d'hygiène, nous parlons de choléra tout à l'heure. Cela peut engendrer très rapidement des maladies. Il en est de même pour l'homme. L'usage des antibiotiques doit être un usage rationnel. Il doit être bien encadré parce que tout ce qui est infection n'est pas infection bactérienne. Tout ce qui est fièvre n'est pas fièvre d'origine bactérienne. Nous devons avoir la capacité de faire le distinguo et ne pas donner d'antibiotiques lorsqu'on n'en a pas besoin. Je pourrais vous dire par exemple, dans 90% des cas, les affections ORL au niveau de la gorge qu'on a sont des d'étiologie virale. Quand vous donnez des antibiotiques, c'est un gaspillage. Alors que dans l'étymologie antibiotique, cela suppose, moi je dis toujours anti-gang, cette brigade-là s'oppose aux gangsters. Antibiotique, c'est une substance qui s'oppose à la vie. Quiconque veut attenter à notre vie là où nous sommes, nous utiliserons tous les moyens à notre possession pour résister. Et c'est ce que font les micro-organismes. Alors, pour cette semaine-là, quels sont les messages clés que vous avez pour nous? Le message clé pour le monde médecine humaine, c'est utilisons les antibiotiques avec précaution. C'est le message que l'OMS a donné. Et derrière, il faut qu'on commence à réfléchir comment intégrer cette thématique dans les curricula de formation, depuis le primaire jusqu'à l'université, pour que cela rentre, comme on dit, dans notre ADN et qu'on comprenne que la prise des antibiotiques n'est pas automatique. Donc la prise d'antibiotiques n'est pas automatique, c'est pas un plaisir, d'autant plus que il y a beaucoup d'entre nous qui aiment s'adonner à l'automédication. Dès qu'on sent un malaise, on va en pharmacie, on achète un produit, et encore les pharmacies de rue qui prolifèrent, là vous me mettez en garde aussi bien contre l'automédication et également contre les médicaments de rue. Absolument. Dans cette résistance aux antimicrobiens, disons, les causes sont multiples. Mais entre autres, nous avons les médicaments, la qualité des médicaments. Vous savez, après la drogue, l'autre commerce très juteux, c'est celui des médicaments. Aujourd'hui, on parle des médicaments sous standard et falsifiés. Et c'est un gros travail qui est fait à l'échelle mondiale sur la qualité des médicaments. Si vous donnez des antibiotiques sous-dosés à quelqu'un, vous n'avez pas résolu le problème. Vous allez contribuer à la, comme on dit, à la sélection des mutants. Il faut que la population comprenne que aujourd'hui, si je veux des médicaments de qualité, je dois me rendre vers le spécialiste du médicament, celui à qui l'État a conféré un monopole, qui en retour se doit lui aussi de protéger la population, qui est le pharmacien. Donc le secteur légal doit être le secteur où je m'approvisionne. Et des fois on se trompe. Le marché illicite par moment revient plus cher. Parce qu'on peut vous vendre un comprimé au détail, mais quand je prends l'exemple du paracétamol, vous avez une plaquette de paracétamol aujourd'hui à 75 francs à 100 francs, il y a 10 comprimés. Cela revient à un comprimé à 10 francs. Mais si vous l'achetez au détail, vous l'achetez 1 à 25 francs. Vous l'achetez plus cher. Vous avez la
question fondamentale de l'automédication. Pratiquement en Afrique de l'Ouest, en officine privée, vous avez un patient sur 5 qui vient s'automédiquer pour antibiotiques. On a vite fait de se poser soi-même le diagnostic d'infection. Il y a un thème très courant qui est fréquent en Afrique de l'Ouest, c'est la plaie du ventre, ABI, qui est dans le ventre, qui motive beaucoup de demandes en antibiotiques. De l'autre côté, il y a un gros travail à faire sur la qualité de qui prescrit. Si l'on tient compte de la disponibilité des ressources humaines, il y a une délégation de tâches qui a été faite à l'infirmier, à la sage-femme. Mais par de là, vous avez vu toutes ces cliniques sauvages, toutes ces personnes qui frottent un peu avec le personnel du monde médical, qui s'érigent en docteur dans le quartier et tout le monde prescrit sur des bouts de papier. Je peux vous dire la difficulté qui est celle des pharmaciens. De traiter une ordonnance. Une ordonnance, elle a une définition juridique. C'est des bouts de papier. Les pires aujourd'hui, avec tout ce qui est antique, WhatsApp, téléphonie cellulaire, vous tous, les praticiens sont devenus, quand un parent vous sollicite, il explique pour couper court, il dit bon, va à la pharmacie, il va acheter amoxicilline. Et celui-là se présente au comptoir. Mais depuis 2-3 ans, l'autre des pharmaciens s'est engagé à sensibiliser, parce que c'est l'autre travail aussi qu'il faut faire, ce qui est celui de la sensibilisation. Celui qui ne sait pas qu'il fait mal. Il faut que la population comprenne que tout médicament est mi-ange, mi-démon. C'est seul le connaisseur du médicament qui sait où vous allez lorsqu'on vous donne un médicament. Ce n'est pas pour effrayer. Le médicament, ce n'est pas du pain, ce n'est pas non plus de la tomate. Ce qui est vrai pour les antibiotiques est vrai pour les antipaludiques, est vrai pour les antihypertenseurs. Demandez à voir votre pharmacien. Demandez à collaborer avec votre pharmacien. Il a un monopole et il est au service de la nation. Merci professeur, sujet intéressant, mais souffrez comme un trop peu de suspension. Quand on revient aux besoins, si les auditeurs le souhaitent dans un quart d'heure, le temps pour nous de découvrir d'autres articles aussi intéressants que les conférences publiées. Tchakala, commençons par vous. Quand pour nous de la République rappelle à l'attention de qui de droit qu'il y a des postes inoccupés quelque part au sein des institutions de la République. Oui, il y a des postes qui sont mis au frais, donc ça attend un preneur et celui-là qui décide à qui va revenir le poste, on le connaît, c'est le président de la République. Mais depuis la dernière nomination de Madame Victoire Tomega Dobé à la primature, on a constaté que dans son équipe, il y a des gens qui exerçaient ailleurs, qui maintenant sont devenus des ministres. Et ça même continue toujours par occuper les anciens postes. Commençant par la directrice de cabinet, l'ancienne directrice de cabinet, même actuelle, elle est Premier ministre. Donc ce qui se pose, qu'elle a encore pris des galons par rapport à ses charges. Vous ne pouvez pas dire que le poste de direction de cabinet du président de la République est vacant. C'est vacant, mais actuellement, jumeler les deux, occuper les deux, ça fait un peu désordre parce que c'est déjà lourd la primature. Et gérer la direction de cabinet de la présidente de la République aussi, c'est une autre grosse machine qu'il faut gérer. Donc, ça veut dire que il faut donner de la valeur à certains postes. Quand vous prenez la présidente de l'université de Lomé, que le professeur Kokoroko continue toujours par occuper parce qu'il signe toujours certaines décisions, il est maintenant ministre des enseignements primaires et secondaires. Et il continue toujours par être président. Ça veut dire qu'on manque de ressources pour cela. Quand vous prenez l'OTR, celui qui est aujourd'hui le commissaire général, même si c'est par intérim, reste toujours le commissaire des services généraux. Et ça ne fait pas du tout bien parce que ça heurte un peu la bonne gouvernance. Parce qu'on connaît le poids des services généraux dans la gestion de certains marchés, la gestion, l'approvisionnement au niveau de l'OTR. Maintenant, ce même qui est censé apposer sa signature sur ce qui devrait arriver des services généraux est le même aussi qui décide. Donc, est-ce que on n'en fait pas de l'OTR un mouroir de la bonne gouvernance? Donc, direction de cabinet du président de la République, président de l'université de Lomé, commissariat des services généraux à l'OTR, et également le commissaire des douanes qui cumule le commissariat aux impôts. Il y a également la direction de l'Institut national d'assurance maladie.
on met trop peu de suspension dans des postes vacants à pourvoir pour éviter les cumuls, mais on peut ajouter également des cumuls jusque du côté du colonel Namalata qui cumule la SAT, la Société de l'aéroport de l'Outogouin, la NAP, l'aviation civile, alors qu'il y a quand même des cadres valeureux, bien formés, qui auraient pu occuper ces postes-là. Mais il y a également des postes vacants à l'Assemblée nationale. Vous savez que l'Assemblée nationale n'a pas encore de premier vice-président. Mais depuis notre ami Taïro Babiet, son poste comme premier vice-président, c'est toujours vacant. Et depuis une semaine, il y a également le poste de troisième vice-président qui vient d'être vacant avec le décès malheureux de monsieur du député André Johnson, qui était troisième vice-président. Il va falloir que l'État pourvoie à tous ces postes-là, pour éviter le vide, également pour éviter des cumuls qui ne sont pas bien compris pendant que nous parlons de chômage. Oui, d'abord le vide, on n'a pas compris pourquoi depuis janvier 2019, l'Assemblée nationale qui a élu M. Taïro Babiet premier vice-président et qui juste après a été nommé ministre, n'a pas cherché à mettre quelqu'un d'autre à ce poste-là. Ça on comprend des fois, il y a certains maintenant, dans le fonctionnement de la République, qui laisse à décider, c'est à croire que M. Babiet allait faire un temps au gouvernement et revenir occuper son poste de mais ça fait longtemps qu'il n'est plus ministre. Hein? Oui, ça fait longtemps. Oui, c'est ce que je dis. On avait pensé à cela, que lorsqu'il ne serait plus ministre, il retournerait. Mais depuis, il est sorti du gouvernement, il n'est pas retourné à ce poste-là. Et on peut ajouter à ces cumuls aussi, bon, André Johnson venait de décéder, l'Assemblée va disposer également, je pense que ce poste-là va être pourvu d'ici là. Les cumuls, ça continue. Le président de la République lui-même était ministre des Armées avant. C'est maintenant qu'une dame occupe ce poste, mais il n'en demeure pas moins vrai que le chef de l'État continue aujourd'hui d'être également ministre de la coopération, parce que le ministère de la coopération est rattaché à la présidence de la République et bien d'autres domaines également qu'on gère. Et donc voilà, il y a tellement de postes à pourvoir. Il y a plusieurs postes aujourd'hui dans la République qui sont vacants et pour lesquels on cherche des personnes. C'est pas des personnes de compétences qui manquent dans ce pays. On a un docteur ici, chevronné, qui est avec nous généralement. Professeur, s'il vous plaît. Oui, je parle de sa profession. Il est professeur, ça c'est le grade, mais il est avant tout docteur, avant d'être professeur. Médecin. Pharmacien. Ah, pharmacien. Le grade, c'est professeur. D'accord. Donc, il est capable d'occuper un des postes qu'on cite actuellement. Ah bon, ça peut arriver à ça. Il y en a plusieurs, même ça, si, même les doyens sont là. Quelqu'un peut occuper un poste, il faut lui donner. Il y a des candidats qui se derrière la zone vitrée, il y a des gens qui sont candidats à des postes. Donc, aujourd'hui, donnons la chance à tous les citoyens togolais de pouvoir prouver ce dont ils sont capables d'apporter. Nous voulons gouverner autrement, et bien, donnons des signes tangibles, comblons là où il y a les vies, évitons les cumuls qui passent assez mal au sein de l'opinion. Il y a environ 2 semaines, le gouvernement, réuni des ministres, avait adopté l'avant-projet de budget exercice 2021. Et nouvelle opinion, Tchaniao, vous écrivez que pour ce qui est du projet de budget 2021, le projet pourrait franchir un nouveau pas cette semaine à l'Assemblée nationale. Tout à fait, je crois que par rapport à l'exception ou bien la particularité que nous traversons maintenant avec la pandémie, à la Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se font au niveau du budget, des retouches qui vont et qui reviennent, et évidemment, tel que nous l'écrivons cette semaine, il va y avoir encore une autre vision de ce budget-là pour faire à ce que le pays puisse ne pas plomber malgré les difficultés financières qui se vivent dans tous les pays, pas seulement le nôtre, mais il faut ajuster les choses pour pouvoir faire. Mais je voulais aussi rebondir sur l'histoire des cumuls. Vous savez, quand on se retrouve ici au plateau, il y a des sujets que je n'aime pas qu'on aborde.
Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous parlons de ce cumul. Il y a Tchakala qui a cité le nom de tous ceux-là qu'on estimait être en situation de cumul. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans, 7 ans. Et chaque fois que nous avons l'occasion, nous en parlons, mais rien ne change. C'est vrai que nous n'avons pas de leçons. La presse n'a pas de leçons à donner à ceux qui décident. Dans ce pays, ils savent ce qu'ils font, ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont. Et même la population et l'ensemble des bailleurs, même de ceux-là qui veulent faire confiance au Togo, il y a certaines situations quand les gens les regardent, c'est des baromètres qui permettent aux gens de désister, d'investir ou de venir s'installer dans un pays. Les cumuls ne font jamais avancer aucun pays. Ils refreinent, ils rétrogradent dans leur pays. Et je crois que si nous en parlons, ce n'est pas pour chercher ni le malheur, ni le bonheur de quelqu'un, mais c'est pour le bien de notre pays. Ce n'est pas de la jalousie. Ce n'est pas de la jalousie non plus. Parce que non, c'est des thèmes tellement sensibles qui créent des jaloux, qui créent même ceux-là qui sont... Il y a des gens qui sont... Qui gardent dedans les autres parce qu'ils en parlent. Ils veulent en faire des sujets tabous. Et c'est pour ça que je dis que nous n'avons pas de leçons à donner, mais nous ne faisons que ressortir pour qu'eux-mêmes en jugent. S'ils savent que c'est vraiment la période de gouverner autrement que nous traversons, ils peuvent savoir que gouverner autrement rime avec quand même le respect de certaines vertus. Merci. Alors, tout le mois d'octobre, nous l'avons consacré à la promotion de la consommation locale. Il y a quelques jours, le ministre Kodjo Adedje a fait le bilan, mais Tchakala, vous faites aussi votre bilan quand vous relevez que c'est pas de sitôt que certaines habitudes vont changer pour le consommer local. Oui, c'est pas de sitôt. Le constat du ministre Adedje, qui est la cheville ouvrière de ce concept-là, a eu à faire une remarque pertinente en disant que mais en un seul mois, on ne peut pas inverser cette tendance-là. Parce que, oui, j'ai dit oui, il a effectivement raison, on ne peut pas changer à partir du mois où on garde toujours les costumes pour parler de local. Quand on va sur les antennes, on commande toujours les champagnes, on est en mode champagne, et nous voudrions que ces messieurs-là, qui veulent que ce concept-là s'enracine dans nos habitudes, soit l'un modèle. Mais nous ne ressentons pas cela, ils ne nous donnent pas ce reflet-là. Quand des gens vont, on parle du mois local, à l'ouverture même de ce mois de consommation local, vous avez vu comment ces ministres-là étaient habillés. Ils étaient... On a senti au cours du mois, ils commençaient à changer leur vote. Nous voudrions voir les ministres togolais s'habiller comme leurs collègues au Burkina. C'est que mettre en valeur nos cantonades, mettre en valeur l'esprit créatif de nos artistes, de nos couturiers, comme au Burkina, au Sénégal, au Nigeria. Merci beaucoup, je vous sens lancé, mais c'est vrai que nous avons trop de temps. Alors, professeur, le sujet dont nous débattions, ça a sans doute intéressé, au point que un confrère a fait éruption dans ce studio comme un cyclone. C'est Isidore Akolo. Isidore, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous et à toutes les chers confrères et aux professeurs ici présents. Merci. Vous êtes venu au studio, vous m'avez tendu une feuille sur laquelle vous avez écrit une question. Je préfère que vous l'aviez posée en direct. Excusez mon intrusion dans l'émission. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Vous parlant de résistance, vous mettez plus l'accent sur l'usage anarchique des antibiotiques sans toutefois toucher du doigt l'usage des sulfamides. Entre les sulfamides et les antibiotiques, quel est le produit qui crée plus de résistance? Je donne un exemple, les pénicillines et Bactrim. Professeur, je peux aller entre antibiotiques et sulfamides. Non, je suis très heureux que l'occasion nous est donnée. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Vous avez 2 minutes. Voilà. Les antibiotiques comportent les sulfamides. Les premiers antibiotiques, en dehors de la pénicilline qu'a découvert Alexander Fleming en 1928, vous avez les sulfamides qui étaient au départ utilisés pour d'autres fins. On a découvert les effets antibiotiques et l'effet antidiabétique. Donc le fameux Bactrim dont vous parlez est une association de 2 molécules, dont un sulfamide et une autre pyrimidine.
pour parler technique. Et ce Bactrim-là a été vraiment un très bon médicament jusqu'à un passé récent, il y a une vingtaine d'années maintenant, avec l'infection à VIH-Sida. Dans la prévention des infections opportunistes, ce cotrimoxazole, ce Bactrim, a été utilisé à tort et à travers. Et aujourd'hui, tous les isolats que nous avons en laboratoire sont résistants à l'action de cet antibiotique-là. Il n'y a pas que le Bactrim, il y a d'autres sulfamides aussi. Bon, je parle en tant qu'un profane. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Dans la grande famille des sulfamides antibactériens, vous n'avez pas que Bactrim, vous avez même des sulfamides antiparasitaires, le fameux Fanzida. Il y a un sulfamide dedans. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de résistance aux antimicrobiens. Ça va toucher les parasites, les virus, les champignons et les bactéries. Mais la sonnette d'alarme en ce moment pour moi en premier, ce sont les bactéries. On n'a pas, quand on va revenir, quand vous regardez l'architecture, la pyramide sanitaire, l'accès aux tests de laboratoire, ce n'est pas propre au Togo. Dans les pays aux ressources limitées comme les nôtres, c'est un défi énorme. Un patient sur 17 qui arrive aux urgences, c'est les statistiques mondiales, a un sepsis. Il faut rapidement poser le diagnostic, sinon nous allons le perdre. Au village, c'est ce qu'on dit, dès que les pieds commencent à être froids, on dit attention. Et c'est des situations où les antibiotiques doivent être utilisés, mais utilisés à juste. C'est pour ça qu'on parle de juste prescription. Le bon antibiotique à la bonne personne, à la bonne dose, sur la durée de traitement qu'il faut. Alors, professeur, donc si vous comprenez bien, quand on est malade, on va se rendre auprès d'un médecin qui nous prescrit un médicament qu'on va acheter en pharmacie. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de médecin partout, nous n'avons pas de moyens pour aller voir le médecin et il n'y a pas de pharmacie partout dans le village, professeur. Donc vous comprenez la problématique de l'accès universel aux soins. C'est la grande question aujourd'hui. Comment on s'arrange pour que tout le monde, où qu'il soit, puisse avoir accès aux soins. Ce que vous dites, c'est pour ça que j'ai parlé dans mes propos introductifs de délégation de tâches. On a prescrit, on a permis à l'infirmier de prescrire, on a permis à la sage-femme de prescrire, parce qu'on sait qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Mais encore faut-il que cette prescription-là soit une juste prescription. Il faut qu'elle soit une prescription qui se justifie. Mais c'est ensemble que nous devons travailler. Et moi, je commence par la population elle-même. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde est devenu docteur. Je l'ai dit, quand vous voyez comment les restes d'antibiotiques, mon enfant a eu telle pathologie, on lui a prescrit tel antibiotique, il reste 4-5 comprimés. Quand l'autre a des signes qui se ressemblent, on commence à le lui administrer. Et on vient à la pharmacie avec l'ancienne boîte pour dire, je veux ça. C'est cette pression-là, il faut qu'on échange, il faut qu'on se comprenne. Si je pose cette question, c'est que j'ai un frère qui est zootechnicien, qui est plus dans l'animal et qui n'aime pas ce que j'appelle les Bactrim. Par exemple, alpha-trim et oxytétracycline. Donc il préfère oxytétracycline et alpha-trim parce qu'il dit que alpha-trim crée plus de résistance. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Sur le mécanisme de la survenue des résistances, c'est toute une histoire. Ça ressemble à ce qui se passe dans les armées. Vous avez le camouflage, le blindage, ainsi de suite. Même il arrive par moment où les bactéries crachent l'antibiotique. C'est une autre question. Pour le moment, qu'est-ce que nous faisons pour prévenir? Merci. Nous n'avons ni l'expertise, encore moins le temps. Mais merci, Isidore. Vous qui avez cessé toutes vos activités pour arriver dans ce studio et cette question, ça veut dire que ce que nous disons ici, c'est une question d'importance et que beaucoup de personnes en sont intéressées. Mais on va devoir souffler un peu, quitte à y revenir, si vous le désirez, si l'un des 4 numéros que nous avons communiqués en début d'émission. Sur l'un des 4 numéros, le 91 36 63 75, 98 87 78 37 ou encore le 22 21 33 74 22 20 19 68. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, ça. Oui, c'est monsieur Patrick. Patrick Cézine à Kadiao. Nous vous écoutons. D'abord, je présente mes condoléances à la famille de Lubis disparu, le général C. Memen. C'est un homme de grande valeur. C'est un homme loyal. Il a été très loyal avec Yadema, le feu président Yadema,
et avec le peuple togolais. Donc je présente mes condoléances à sa famille. Merci. Le second point, c'est pour les professeurs. Oui. Pour l'éducation. En fait, ce n'est pas pour le plaisir de la population du citoyen lambda d'aller faire de l'éducation. C'est l'ambition qui fait que parfois on est tenté d'aller ou bien on est coincé de faire de l'automédication. Parce que si le gouvernement ou bien les médecins, le taux de du prix de la consultation en diminuant ça, et puis de plus en diminuant les prix des produits pharmaceutiques, là ça va aider à la population. Merci. Le gouvernement fait un effort aussi. Merci. L'essentiel est dit, professeur. Les Togolais qui vont à l'automédication, pas par plaisir, mais par nécessité. Vous allez répondre dans un moment. Le temps que nous recevions le auditeur suivant, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui, c'est monsieur Monsieur Didier sur le plateau de Télésou. Oui, Didier de Télésou, nous vous écoutons. Oui, je voudrais seulement adresser le professeur. Puis, accent au fait de développement maintenant, ils attendent de ne pas faire l'automédication. Surtout de ne pas sentir des plaintes et aller se faire acheter des produits d'antibiotiques. Oui. Mais c'est une question pour des localités, par exemple, je parlais de Kivu, de quitter Bordeaux pour venir acheter à la pharmacie, par exemple, si vous avez certains mois, de déplacer 7-2 km. Vous avez, par exemple, au niveau de l'autre côté africain de Gapé, vous avez pas la pharmacie de Grand Gapé. Mais si vous avez des problèmes et que vous voulez s'apparer à aller se consulter, il n'y a même pas l'hôpital là-bas, il y a un district, il n'y a pas quelqu'un qui doit prescrire un bon médicament. À ce problème, des pharmacies de nuit, vous avez des pharmacies derrière votre maison. Mais si vous avez des problèmes, on dit pharmacie de gaz, ces pharmacies c'est fermé la nuit. Mais on prescrit pour que ce soit déplacé, aller loin. Vous n'avez pas des moyens. Professeur, comment vous faire pour ces affaires? Merci. Le professeur a bien noté vos deux autres questions. Il va y répondre nécessairement le temps que nous prenions déjà celui qui est en ligne. Bonjour, pas encore. Il est déjà là, bonjour. Alors, bonjour, c'est monsieur Koulani. Monsieur Koulani. Depuis Agouet. D'abord, je salue le plateau, surtout les journalistes qui sont unanimes sur le cumul de fonctions de nos gouvernants. Oui. Et c'est ce que nous combattons chaque fois. Quand on parle de la mauvaise gouvernance, quand nous combattons ce régime, c'est tout notre problème. D'abord, je vous dis une parenthèse, c'est sur votre chaîne que nous avons dit le feu il y a des mois. Ta femme hésitait toujours le cas. Il paraît que... La Koulani est partie. Allô? Oui. J'aurais vraiment bien aimé que M. Koulani ait achevé ses propos, mais nous prenons le suivant. Oui, c'est Laurent. Laurent. Ok. Oui. Oui, monsieur. Bonjour, l'ami Laurent. Voilà, c'est pour revenir sur le mot cumul de tâches. Actuellement, cumul de tâches n'est plus une faute punitive. Je m'explique. Parce que quand on parle de cumul de tâches, actuellement, pour avoir accès à un boulot, on te demande qui a pris quoi et qui vient. Et j'en passe. Quand vous êtes dans une société, si quelqu'un a quitté son poste et là, il y a un poste supérieur, son agent assume. En ce moment-là, si il faut payer l'ancien, s'il faut prendre quelqu'un pour le faire payer, et ça fait deux personnes qu'on a payé. Mais on est en train d'utiliser la personne que vous appelez, que vous dites qu'il faut payer des tâches. Et tout ça a dit de réclamer. Donc pour vous, on surexploite ceux qui cumulent, c'est ça? C'est ça. Ok. Il n'a qu'à se plaindre. Il faut un service à son responsabilité. La communication se dégrade malheureusement. Et bien si quelqu'un cumule et qu'il y a un excès de travail, il n'a qu'à s'en plaindre pour qu'on le décharge. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Mathieu. Mathieu. Oui, je salue le plateau. Merci, allez-y. Vous êtes devant la mémoire de notre général. Merci. Il a fait du bon travail, même si au sein de ça, il a été mal payé, il a été
les engrais ne l'ont pas rendu service. Je profite pour que le peuple féminin ne suis pas fait, mais je profite pour que le peuple féminin ait perdu ce régime. En 1998, tout le monde sait ce qui s'est passé. En 2005, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est l'actuel ministre du corps, quelque chose comme ça, qui avait pris le portefeuille de l'administration pour nommer corps président. Donc, le peuple, je vous salue. Vous avez, c'est les péripéties de la vie des nations. Tout n'est pas toujours en ligne rectiligne. Et c'est ce qui fait le ciment de tout un pays. Allô? Allô, vous êtes parti? Ok. Le ciment, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Armand. Armand. Oui. Ok, nous écoutons. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais adresser les condoléances les plus attristées à la famille biologique du général ainsi qu'aux forces armées togolaises. Merci. Aussi, pour dire que les élections qui se sont déroulées hier au Burkina Faso viennent un temps soit peu rassurer la zone ouest africaine. Parce que ce sont des élections qui se sont déroulées dans un état bien de paix et de sécurité. Aussi, on a constaté que bien que certains partis de la population burkinabé n'ont pas pu assister, n'ont pas pu voter, tout a été fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, on souhaite que pour les pays de la zone qui vont suivre, espérons que tout le monde fasse sans trop de grabuge. C'est ce que... Merci de nous avoir enrichi. Nous passons à celui qui est sympathique en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Monsieur Gado. Monsieur Gado, vous êtes en ligne. Oui, chef. On va vous trouver une place à la présidence. Parce qu'à chaque fois qu'on demande au chef de l'État, il y a telle doléance, vous prenez sa dépense. On a dit que l'eau, on n'a qu'à le renvoyer, vous avez refusé. L'eau aussi, vous avez, c'est pas le chef d'État qui va nous creuser. Alors, nous savons creuser. Merci, bonne journée. Je ne sais pas si j'ai bien compris, M. Gado, mais nous situons juste les responsabilités. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, chef. Oui. Comment vous allez? Ça va chez nous. D'accord. C'est Patrick, hein? Patrick, oui, allez-y. Voilà. Tout d'abord, je profite pour dire un bonjour à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Alors, moi, je n'ai qu'un seul mot à placer pour ces débats d'aujourd'hui. Vous savez, c'est Dieu qui donne celui qui reprend. Donc, je présente mes condoléances à la famille du général. Il y a un point que beaucoup d'entre nous, compris moi, mais on a que grâce à lui, peut-être que certains ne connaîtront même pas réellement. Je sais ce que je dis. Il a sauvé la vie. Peuvent comprendre ceux qui connaissent l'histoire là. Donc c'est tout ce que je voudrais dire. Merci à vous. Merci. Dans l'armée, chacun sauve toujours l'autre. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour, c'est M. Koulani qui revient. Bon retour, l'ami Koulani. Je disais que finalement le chef de l'État sommait sa belle-mère de sortir du carité. Donc c'est compte tenu de votre radio, on vous dit merci. Et puis mon frère Tanao... Nous n'avons fait que notre travail d'information. Le président son esprit et prendre des dispositions, tant mieux. Mon frère Tanao qui nous disait que le président ivoirien pour les élections, le président ivoirien a réavalé ce qu'il a dit lui-même. C'est la même chose que le chef de l'État pour le chef national qui disait que 2-3 mandats, ça va. Il a fait les 3 mandats, il continue avec le 4e mandat. C'est ça, les paroles nous rattrapent. Donc le chef de l'État n'a qu'à comprendre que son mandat, qu'il est en train
effectuer, il n'a qu'à appeler ses opposants pour une transition et asseoir des vraies démocraties, pour éviter toujours ces grabuges-là, et pour inutilement, surtout qu'on traverse une maladie où aujourd'hui le peuple togolais ne se retrouve pas dans cette vision et ça pose le débat. Merci. Et la maladie là va nous amener là où on ne veut pas aller. Donc il n'a qu'à faire dans la terre pour appeler les autres, pour qu'on s'assied ensemble. Merci. Le chef de l'État peut inviter ses opposants, comme les opposants également peuvent demander une audience, aller parler avec lui en digne dirigeant de notre pays. On va répondre très rapidement aux questions. Professeur, le producteur a dit que les Togolais vont à l'automédication, pas par plaisir, mais par nécessité. Oui, merci M. Sass, merci aux auditeurs pour l'intérêt. Je crois que je vais grouper la réponse en posant la question, en répondant comme suit. Il s'agit de la problématique de l'accessibilité financière et géographique du médicament. Et en gros, in fine, de l'accessibilité même aux soins. Pour ce qui concerne l'accessibilité financière aux médicaments, je pense qu'aujourd'hui, les médicaments génériques existent, sont de qualité. Nous avons même une centrale d'achat de médicaments essentiels et génériques. Pour l'accessibilité géographique, c'est vrai qu'il y a un problème de maillage en termes de présence de pharmacie. Mais il y a les dépôts pharmaceutiques agréés. Le gros travail à faire, c'est de faire la part des choses entre les structures illicites de vente de médicaments et les dépôts qui sont sous responsabilité de pharmaciens. Pour le reste, je vais choquer un peu. Nous nous plaignons qu'on n'a pas d'argent, mais avec Covid, on s'est rendu compte qu'on s'en tient même encore à faire des funérailles grandioses, quand bien on nous demande de ne plus avoir de telles pratiques pour nous protéger. Donc il faut qu'on arrive à faire le choix de ce qui est essentiel pour nous. Si quelqu'un est malade au niveau familial, accompagnons-le, que d'attendre qu'il décède pour venir tuer des bœufs, des chèvres et avec les dames Jeanne de Sodabi et autres. Et choisir des pagnes pour faire les uniformes comme on dit, fanfare, avec des faire-part qui sont comme des livres. Voilà, c'est aussi une autre façon pour nous d'aider à la meilleure santé de nos concitoyens. Merci d'avoir ramassé toutes ces questions, surtout pour mettre l'accent que ce que vous nous demandez, c'est pour notre propre santé, à nous-mêmes d'abord individuellement. Absolument, parce qu'avec Covid, on aura une surconsommation des antibiotiques. Vous avez entendu parler d'azithromycine, il s'agit d'un antibiotique. Beaucoup se sont cachés, ont pris ces médicaments. Peut-être dans 1 an, les premiers effets vont commencer à apparaître. Merci. L'effet médicament, c'est un peu comme sur le terrain économique, l'article du journal du Togo qui écrit « Indice naturel de la pauvreté, phénomène des usuriers, une pratique suicidaire aux conséquences incalculables. Ceux qui n'ont pas d'argent, mais qui ont besoin d'argent, vont auprès des usuriers. » Vous savez, c'est un cercle infernal quand on recourt aux usuriers. Chers confrères, des éditeurs également sont revenus sur les surcharges. Quelqu'un laissait même dire que les surcharges, plutôt les cumuls, constitueraient plutôt des surcharges pour ceux qui sont à ces postes-là. Disiez ? Non, mais pour moi, c'est une question de vision et de gouvernance pour les leaders qui veulent. Vous imaginez, si le directeur de Canal FM avait voulu vous surcharger, il vous aurait mis au journal de 13h tout à l'heure et vous aurez même mis à la technique un peu partout. Et là, c'est sûr que je me serais plaint. Voilà, mais je pense que généralement c'est une question de vision. Ça dépend de ce qu'on veut, de là où on veut aller, des objectifs qu'on veut atteindre. Des fois, il arrive de nommer des gens qui occupaient précédemment des postes, mais dans un pays, dans une république, je pense que les compétences ne finissent jamais. On pourra juste après leur trouver des remplaçants pour que le travail se continue et se fasse de la façon la plus noble possible. Au gouvernement, des ministres y étaient et on a trouvé des ministres pour les remplacer. Aujourd'hui, le travail gouvernemental continue et sans les autres ministres. Je pense que les postes qui sont constitués aujourd'hui des postes de cumul, le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, peut avoir des gens de valeur, des amis proches, des personnes de confiance à qui confier ces postes-là pour que le pays continue. Merci. Les cumuls, nous en parlerons encore, comme les gens également admis à la retraite.
mais qui restent accrochés à leur poste. Ça, on en parlera également, même s'il s'agit de parents et d'amis. Mais là-dedans, M. Gado nous a un peu égratigné. Alors, qui, selon vous, Tchaniao, qui peut régler ces problèmes-là de direction intérimaire, de cumul et de retraités qui restent accrochés à leur poste? Je crois que nous avons quelqu'un ou quelqu'une qui a donné le ton pour régler tout cela. Je voudrais parler de Madame le Premier ministre. Elle a dit qu'ils vont gouverner autrement. Non, elle a parlé pour elle et pour le gouvernement. Oui, mais elle peut le faire. Elle peut le faire parce que, en tant que Premier ministre, je crois, j'ai déjà dit, quand elle a été nommée, que elle et le président de la République constituent un sérieux tandem et qui va permettre de régler beaucoup de choses. Moi, je crois que l'auditeur qui a appelé et qui disait que si les gens sont surchargés, ils peuvent aller se plaindre. Non, il n'a pas. Non, il n'a pas dit qu'on l'a surchargé, que on l'a surexploité. Non, mais quand nous sommes en train d'en parler, je vous dis que les gens, dans leur climatiseur, ont chaud actuellement. Et trouvent que nous faisons du mauvais travail. Et il y a des gens qui s'appellent, qui s'écrivent des messages actuellement pour dire que mais qui sont ces journalistes qui se retrouvent à Canal pour parler de nous? Ils sont qui? C'est le président qui nous a laissé, c'est le président seul qui va décider de notre situation. Moi je crois qu'il y a l'intérêt également qui joue. Les gens on crie que les jeunes cherchent de l'emploi, ils n'en trouvent pas. Il y a des gens hautement qualifiés. Regardez celui qui a été fait directeur de cabinet à la primature, c'est un jeune. Et il y a des gens qui ont des qualifications pas possibles, que vous n'imaginez pas, qui veulent... Ma question est claire. Qui, selon vous... Le président de la République, le Premier ministre, merci, les deux peuvent le faire. Alors, la liste vient d'être prolongée. Et le ministère qui nous rappelle que le ministre de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa, continue à cumuler son ministère avec l'École nationale des auxiliaires médicaux. Alors qu'il y a quand même des gens de là. Oui, ça fait très mal. On dit qui trop embrasse mal les trains. Quand on veut optimiser le rendement de l'administration, moi je vais appeler ça des vices. Ces vices-là ne doivent pas exister. Parce que il est inconcevable d'attendre des résultats efficient de quelqu'un qui est ici, vous entendez dire qu'il est à la tête de ce ministère, à la tête de cette direction, à la tête de ce conseil d'administration. Finalement, s'il n'est plus là, ça veut dire qu'on aura plus de choses. Nous parlons des amis, nous parlons des gens que nous connaissons très bien, mais c'est le principe de la bonne gouvernance. Nous voulons tous adhérer à la dialectique de gouverner autrement. Nous attendons des signes concrets. Peu de termes pour les cartons, très rapidement, Tchakala. Carton vert au DG de la société Yendoubé. Merci, ça fait 2 fois. Didier Assoba. Je répète carton, je passe, mais je voulais juste rappeler que ce dont nous parlons, c'est que on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois, c'est ce que dit le dicton. Mais si nous voulons que notre pays soit performant et se développe assez rapidement, cessons de laisser les gens poursuivre 2 lièvres à la fois pour qu'ils soient efficaces. Merci. Tchaniao, mon sac est plein de cartons, je les ramène pour la prochaine fois. J'ai beaucoup de cartons, mais professeur, je crois que vous serez plus courageux que Tchaniao. Votre carton de fin d'émission? Un carton vert au personnel de la santé qui malgré tout continue au quotidien de nous aider dans la lutte contre cette pandémie. Merci. Pour terminer, encore une fois, la pensée du jour de Lewis Carroll qui nous enseigne que de tous nos actes, seuls ceux que nous accomplissons pour les autres en valent véritablement la peine. Voilà l'un des plus grands secrets de la vie. La semaine a bien démarré, je le présume. Bon appétit et nous comptons vous retrouver encore très nombreux demain mardi à 11h, si Dieu le veut, et Dieu le voudra certainement. Mais encore une fois, respectons les gestes barrières pour le coronavirus. Ceux qui sont dans les zones de l'épidémie de choléra, respectez les règles d'hygiène que le professeur a édictées. Et également, ceux qui veulent nous gouverner autrement, trouvons une solution au cumul et aux retraités qui restent accrochés à leur poste et aux directeurs, aux directives, aux directions intérimaires qui n'en finissent pas.